C'est la deuxième épice la plus chère du monde et c'est en fait le fruit d'une orchidée mexicaine. On a mis plusieurs centaines d'années à comprendre comment la produire et la méthode de pollinisation mise au point par un jeune esclave au 19e siècle est encore utilisée aujourd'hui. Tout ça pour la remplacer par des glandes anales de castor et finalement synthétiser son arôme en laboratoire à partir de clous de girofle. Bienvenue dans les sciences des saveurs. Aujourd'hui on parle de l'histoire de la vanille, sa production, sa pollinisation et sa synthèse. La gousse de vanille, qu'on utilise pour le goût qu'elle développe après une préparation spécifique, c'est le fruit d'une fleur appartenant à une famille de plantes que tout le monde connaît. Les orchidées. La vanille, c'est donc une orchidée qui vit à l'état naturel au Mexique. Elle y pousse comme une liane le long des troncs d'arbres. Sa fleur, très discrète, blanche et verdâtre, n'a pas une odeur très prononcée. À la voir, on pourrait se dire qu'elle n'a pas grand intérêt. Pourtant, après un procédé complexe de séchage des gousses, celle-ci développe plus de 400 molécules odorantes, dont la vanilline, qui lui donne ce goût si particulier. On va donc voir d'où vient la vanille et comment sa culture s'est développée. Entre les XIIIe et XVIe siècles, cette épice était déjà connue des Aztèques, qui prélevaient un impôt en vanille aux Totonacs, un peuple vivant près du golfe du Mexique, là où pousse la vanille sauvage. Les Aztèques, qui appelaient la vanille Chichotlitl, s'en servaient pour adoucir une boisson à base de chocolat, alors réservée aux aristocrates. En 1519, le conquistador espagnol Hernán Cortés envahit le Mexique et rencontre les Aztèques. À Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque, Cortés fait la rencontre de l'empereur des Aztèques, Moctezuma II. En signe de respect, celui-ci fait goûter à Cortés du chocolat aromatisé à la vanille. Et voilà mon gars, t'es calé pour la route. Mais Cortés est là pour conquérir ce territoire pour la couronne espagnole. Il lance une guerre contre les Aztèques, dont l'empire s'effondre en 1521. La vanille arrive alors en Europe. L'Espagne va alors contrôler le commerce lucratif de cette épice, qui est très appréciée des cours d'Europe, Voilà, j'aime bien, mais n'est produite qu'au Mexique, par les Totonacs. La vanille prend alors son nom de l'espagnol vainilla, qui signifie petite gousse. Au cours des 18 et 19e siècles, les botanistes essayent de faire pousser des boutures de vanille en Europe, notamment en Angleterre, où l'horticulture est une institution. Le perfectionnement des serres permet finalement de maintenir en vie quelques plants de vanille. Puis, en 1806, Charles Greville parvient même à faire fleurir la première fleur de vanille sous serre, un exploit pour l'époque. Mais cela ne va jamais plus loin, les fleurs ne donnent jamais de fruits. La faute à l'absence de son pollinisateur, une abeille qui ne vit qu'en Amérique centrale. Mais on ignore encore beaucoup de choses sur la pollinisation des fleurs à cette époque. D'ailleurs, ce sujet mérite une explication plus poussée et une petite parenthèse scientifique. Le conseil scientifique. Yes, science! La pollinisation, c'est le processus qui permet la reproduction sexuée d'une plante. C'est la pollinisation qui permet à une fleur d'être fécondée et de devenir un fruit qui renferme une ou plusieurs graines. Et oui, on parle bien de reproduction sexuée des plantes, comme pour les animaux. Ce sont les fleurs qui accueillent les organes reproducteurs des plantes. Et celles-ci ont donc des organes de reproduction mâles et des organes de reproduction femelles. L'organe mâle, c'est l'étamine, et il produit le pollen. L'organe femelle, c'est le pistil, qui lui produit l'ovule. Mais on y reviendra. Ces organes mâles et femelles sont répartis de 3 façons chez les plantes. D'abord, il y a les plantes dioïques. Chez ces plantes, chaque individu est mâle ou femelle et ne produit que des fleurs mâles ou femelles. C'est le cas des ginkgos, des saules ou du chanvre. Chez ces plantes, seules les plantes femelles donnent des fruits. Il y a ensuite les plantes monoïques. Ces plantes possèdent des fleurs mâles et des fleurs femelles sur un même pied. C'est le cas du noisetier. Et enfin, il y a les plantes hermaphrodites, qui sont les plus connues et à laquelle notre vanille appartient. Chez ces plantes, les organes mâles et femelles sont réunis dans une même fleur. On va donc prendre ces plantes en exemple pour notre explication.
Et revenons d'ailleurs aux fleurs et aux organes reproducteurs. Une fleur, c'est une tige, appelée pédoncule, sur lequel sont insérés des sépales et des pétales. Au centre, on retrouve les organes reproducteurs. D'abord, il y a l'organe femelle, le pistil. C'est l'organe qui contient l'ovaire, qui produit les ovules et qui est terminé par le stigmate. C'est un long tube percé au bout et par lequel doit rentrer un grain de pollen. Le pollen, lui, est produit par l'organe mâle, qui est appelé l'étamine. La pollinisation, c'est donc le processus qui permet la rencontre entre un grain de pollen et le pistil d'une fleur. Même si certaines fleurs sont capables d'autopollinisation, ce n'est pas le cas de 90% des plantes, qui elles ont besoin d'aide. Pour certaines plantes, c'est le vent ou l'eau qui transporte le pollen. C'est une pollinisation qui est assez hasardeuse, mais qui fonctionne très bien, notamment pour les conifères. Mais la pollinisation qui nous intéresse est assurée par les insectes. On l'a vu, les fleurs contiennent des organes reproducteurs, mais certaines, en fait la plupart, ont aussi des sépales et des pétales, souvent colorés, et des organes qui produisent un liquide sucré et odorant, le nectar. Ces couleurs et ce nectar ont un but bien précis, attirer les insectes pollinisateurs. Attirés par l'odeur du nectar et guidés par les couleurs voyantes des pétales, les insectes arrivent vers les fleurs. Ils se servent en nectar qui se trouve tout au fond de la fleur. Au passage, ils effleurent les étamines et se retrouvent recouverts de grains de pollen. Puis, ils continuent à visiter des fleurs d'une même espèce et au passage déposent des grains de pollen sur le pistil d'une autre fleur. La pollinisation est faite. Une fois que la pollinisation a eu lieu, le grain de pollen rencontre l'ovule de la fleur. C'est la fécondation, un peu comme chez les animaux avec le spermatozoïde et l'ovule. Ce phénomène entraîne la transformation de la fleur fécondée en fruit. Une partie du pistil, l'ovaire, devient la paroi du fruit, tandis que l'ovule ou les ovules fécondés deviennent une ou plusieurs graines. Dans le processus, certains fruits accumulent du sucre et d'autres molécules qui le rendent appétant. Le but de ces fruits, c'est souvent d'être mangés par un animal pour que les graines soient disséminées un peu plus loin. Tout cela pour faire germer une graine qui donnera une plante, qui produira à son tour des fleurs, des fruits et des graines, complétant ainsi le cycle de reproduction. Les orchidées comme la vanille ont poussé cet art de la pollinisation par des insectes à leur paroxysme. Déjà chez elles, les parties mâles et femelles de la fleur sont séparées par une membrane. Cela empêche l'autofécondation de la plupart des orchidées. Mais cela rend l'utilisation du vent impossible et nécessite donc l'aide d'un insecte. Chez les orchidées, chaque espèce est souvent pollinisée par une espèce précise d'insectes, et les orchidées utilisent différents stratagèmes pour attirer ces insectes. Souvent, c'est l'odeur de la fleur qui imite les phéromones qui attirent spécifiquement les mâles d'une espèce d'insecte, qui est aussi adaptée à la forme de la fleur et peut s'y faufiler. Parfois, c'est même une partie de la fleur qui ressemble à un insecte. En fait, chaque espèce d'orchidée a coévolué avec une espèce d'insecte pollinisateur. C'est pour cela que beaucoup d'orchidées ne peuvent se reproduire que dans leur zone d'origine, ou que la disparition d'une espèce d'insecte entraîne la disparition de l'orchidée qu'ils pollinisaient. Pour résumer, la vanille est une orchidée qui est incapable d'autofécondation et qui est pollinisée par un insecte précis. On sait même aujourd'hui que c'est le mâle d'une abeille qui ne vit qu'au Mexique qui pollinise la fleur de vanille, car celle-ci produit une odeur que l'abeille mâle utilise pour courtiser les femelles. C'était vraiment très intéressant. Mais revenons à notre histoire. Pour rappel, on est au début du 19e siècle et les botanistes n'arrivent pas à faire fructifier les fleurs de vanille. Puis, en 1836, à Liège, le botaniste Charles Morand découvre comment polliniser artificiellement les fleurs de vanille et produit donc les premières gousses de vanille en Europe. Il faut rappeler qu'à l'époque, la botanique n'en est qu'à ses balbutiements. La pollinisation par les insectes, que je viens de vous expliquer, n'a été théorisée par Sprengel qu'en 1790, sans que cette théorie ne fasse grand bruit. Je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas? aussi. C'était même encore assez choquant de considérer que les fleurs servaient à la reproduction sexuée des plantes. C'est seulement dans les années 1870 que Darwin met tout le monde d'accord à ce sujet. Cependant, la méthode de pollinisation de Morand est délicate. Elle implique de couper la membrane qui sépare les organes mâles et femelles au ciseau, et ne peut donc être faite que sous serre. C'est plus tard, à La Réunion, qu'un jeune esclave va découvrir une autre méthode de pollinisation permettant le début de la culture de la vanille.
À l'époque, on ne sait pas encore que la vanille ne peut être pollinisée naturellement que par une abeille qui ne vit que dans la zone d'origine de la vanille, le Mexique. Les colonisateurs européens vont donc tenter de faire pousser de la vanille dans plusieurs endroits du monde, dont la Réunion, qu'on appelait alors l'île Bourbon. Après plusieurs tentatives infructueuses d'introduction de la vanille à la Réunion, c'est en 1822 que des boutures du plan de vanille de Charles Greville, celui qui avait réussi à faire fleurir de la vanille sous serre, arrivent de Londres. Et la vanille s'y plaît. Elle retrouve les mêmes conditions météo que dans sa zone d'origine, et pour le reste, il lui suffit d'être plantée à l'ombre d'un arbre sur lequel elle va grimper. Pendant près de 20 ans, les vanillers ne donnent pas de fruits. Puis, un jeune esclave, Edmond Albius, découvre une méthode de fécondation des fleurs beaucoup plus simple que celle de Moran. Il lui suffit d'une brindille pour féconder l'orchidée. La nouvelle se répand chez les planteurs de vanille et la Réunion commence à produire des gousses de vanille. En 1869, la Réunion devient la plus grosse productrice mondiale, devant même le Mexique, d'où vient pourtant la vanille. Mais ça ne suffit pas de réussir à obtenir des fruits de vanille. Avant de devenir la gousse qu'on connaît, le fruit de la vanille est vert. Il faut un procédé qui dure plus de 9 mois pour produire une gousse noire et pleine de saveur. D'abord, les gousses sont chauffées brièvement pour les tuer. Elles sont ensuite mises à l'étuve pour être maintenues au chaud et pour qu'elles perdent leur eau. C'est là que des processus enzymatiques forment de nouvelles molécules. Les gousses sont ensuite séchées pendant 2 à 6 semaines, puis affinées pendant 8 mois. Au final, il faut 6 kg de gousses vertes pour 1 kg de vanille séchée. Il faut plus de 9 mois pour produire une gousse de vanille et un plant de vanille ne fleurit qu'après 6 ans de pousse. Tout cela explique donc le prix très élevé de la vanille naturelle. Et elle est aujourd'hui produite dans de nombreux pays des tropiques. Madagascar, l'Indonésie et le Mexique sont les 3 plus gros pays producteurs. Et chaque zone produit des vanilles au goût plus ou moins puissant et à la réputation plus ou moins bonne. Il y a par exemple la vanille Bourbon, dont le nom vient de l'ancienne appellation de l'île de la Réunion, et qui désigne les vanilles produites à Madagascar, la Réunion et les autres îles de l'océan Indien. Il existe aussi une vanille un peu particulière, c'est la vanille de Tahiti. Elle est produite par une plante particulière qui est une hybride de la vanille classique et d'une autre espèce. Cette orchidée donne une vanille qui est moins riche en vanilline, mais qui contient d'autres composés, qui donnent à cette vanille un goût d'anis, en plus de son goût de vanille. Pendant le 19e siècle, 50% de la production mondiale de vanille était destinée aux États-Unis, qui s'en servaient pour produire de la crème glacée et plus tard, le Coca-Cola. Aujourd'hui, ce sont toujours les États-Unis les plus gros consommateurs avec 21% du marché. 85% de la vanille est destinée à l'industrie agroalimentaire, pour la production de chocolat, de glace et de soda. Le reste est vendu aux particuliers et surtout aux fabricants de parfums. Chaque année, l'entièreté de la production de vanille est achetée par les courtiers. Le produit reste donc cher. Et pour remplacer l'arôme de vanille, les industriels de l'agroalimentaire ont trouvé une solution pas très ragoûtante. Depuis longtemps, le monde de la parfumerie utilise des produits un peu étranges pour leur odeur. Il y a par exemple l'ambre gris, qui est du vomi de cachalot, le musc, qui est produit par une glande du chevrotin porte-musc, et le castoreum, qui vient de la glande anale du castor. Comment ça, mon ref ? C'est le castoreum qui a intéressé les industriels de l'alimentation au début du XXe siècle. En fait, ces glandes anales, dont le castor se sert pour marquer son territoire, contiennent un liquide qui a un goût plus ou moins proche de celui de la vanille, pour un coût moins élevé. La pratique tend à disparaître depuis les années 80, mais on a longtemps retrouvé du jus de cul de castor dans les desserts industriels. C'est dégueulasse. Heureusement pour les castors, la chimie a fortement évolué et la synthèse de la vanilline est maintenant bien maîtrisée. Cet aldéhyde aromatique a été découvert en 1858 par le chimiste Théodore Nicolas Goblet. Et cette découverte a ouvert la voie à la synthèse de la vanilline, d'abord à partir de coniférines, trouvées dans l'écorce du pin. Depuis, d'autres voies de synthèse ont été découvertes, comme celle à partir de l'eugénol, la molécule responsable du goût du clou de girofle, mais aussi à partir de la curcumine, issue du curcuma. On peut donc fabriquer le goût d'une épice à partir d'une autre épice.
Ces procédés sont aujourd'hui bien maîtrisés et ont permis de faire baisser le coût de la vanilline, vendue en tant qu'arôme de vanille, à un prix moins élevé que la vanille naturelle. Cependant, la vanilline reste un seul élément de la vanille naturelle, qui a un goût bien plus complexe. On conseillera donc toujours d'utiliser de la vanille naturelle en cuisine, cela vaut vraiment la peine. La vanille développe des saveurs variées qui comprennent, en plus du goût de vanille, des notes boisées, balsamiques, des arômes fruités de noix de coco et de pêche, mais aussi une odeur fumée. La vanilline, c'est une molécule qui est soluble dans le gras. En cuisine, il vaut mieux donc la laisser infuser dans le gras, comme par exemple dans de la crème fraîche avant de la faire monter en chantilly. La vanille se marie très bien avec le chocolat, comme le savaient déjà les Aztèques, mais on peut aussi l'utiliser de manière plus originale dans des plats salés. Je vous propose donc 2 recettes pour conclure la vidéo en pratique. On se retrouve donc en cuisine pour 2 recettes à base de vanille. Alors, on sait très bien que la vanille, ça se marie bien avec le sucré, les Aztèques le savaient déjà avec le chocolat. Mais moi, je vais vous proposer 2 recettes salées. Alors, une recette avec de la viande et une recette pour les végétariens. Et on va commencer par la recette avec de la viande, c'est du poulet à la vanille. C'est une recette qui nous vient de La Réunion. Pour ça, il nous faut évidemment de la vanille. Pour cette recette, j'ai pris 2 très belles gousses de vanille Bourbon de chez mon épicier préféré. Je vous conseille d'ailleurs de chercher la vanille chez les petits commerçants. J'ai trouvé ces gousses pour moins cher qu'en grande surface et pour une bien meilleure qualité. Il nous faudra aussi des oignons, de l'ail, du sel et du poivre, un peu de thym. Ici j'ai pris du thym frais mais ça marche aussi très bien avec du thym sec, du curcuma, du lait de coco et du poulet. Pour la mise en place, on émince les oignons. Ensuite, on coupe le poulet en morceaux si c'est un poulet entier et on réserve le reste pour un bouillon. On va ensuite piller l'ail avec du sel et du poivre. Si vous n'avez pas de mortier, c'est pas grave, un pressail suffira. Et enfin, on coupe une gousse de vanille en 2 dans le sens de la longueur et on gratte l'intérieur. Toutes ces minuscules billes noires et brillantes, c'est les graines de vanille. Ce sont elles qui contiennent le plus de saveur et pour avoir un maximum de goût, il faut donc ouvrir les gousses de vanille. Et on met une gousse de vanille coupée et ses graines dans notre lait de coco et on fait ensuite infuser tranquillement dans une casserole à feu doux. Il faut d'ailleurs jamais trop chauffer la vanille ni la préparer trop longtemps à l'avance car ces composés aromatiques sont fragiles. Ensuite, on fait dorer le poulet dans une poêle à feu vif avec de l'huile. Quand le poulet est bien doré, on ajoute les oignons et on fait revenir pendant quelques minutes. Quand les oignons commencent à fondre, on ajoute l'ail pillé et on mélange. On laisse cuire un peu et on déglace avec un verre d'eau ou mieux du bouillon de poulet. Ça va rajouter encore plus de goût. On ajoute ensuite le curcuma, le thym et une autre gousse de vanille fendue en 2 et grattée si on a le budget pour 2 gousses. Si c'est pas le cas, on met juste une gousse dans le lait de coco. C'est important d'utiliser la vanille avec des corps gras, ici le lait de coco et le gras du poulet, car je vous rappelle que la vanilline est soluble dans le gras. On baisse à feu doux et on laisse réduire tranquillement. Quand l'eau du poulet a réduit, c'est le moment d'ajouter notre lait de coco. On peut alors laisser réduire un peu pour avoir une sauce à la consistance qu'on aime. Et on peut servir ça avec du riz parfumé, des zestes de citron jaune et des pickles d'oignon. Leur acidité va compenser le gras du poulet. Et on continue avec une recette à base de légumes. On va donc faire des légumes revenus dans un petit liquide de glaçage à la vanille. Il nous faudra du beurre, des légumes de saison. Si c'est encore la saison, prenez des asperges blanches, ça se marie super bien avec la vanille. Ici j'ai donc pris des asperges blanches et d'autres légumes qui vont bien avec la vanille. J'ai pris un fenouil, des navets, des pommes de terre et une orange sanguine. Tous ces légumes vont bien ensemble et vont surtout bien avec une vanille particulière, la vanille de Tahiti, dont le goût anisé matche très bien avec le fenouil. Pour la mise en place, on épluche les légumes et on les coupe en morceaux. On prélève aussi les zestes de notre orange. On prépare aussi notre liquide de glaçage en mettant du beurre dans de l'eau avec notre gousse de vanille fendue et grattée. Côté cuisson, on va cuire les légumes séparément. 20 minutes dans de l'eau bouillante pour les asperges, un peu plus longtemps et départ à eau froide pour les pommes de terre et les navets. Pour le fenouil, moi j'aime bien le faire revenir à la poêle. On fait bien colorer sur tous les côtés et quand c'est bien coloré, on déglace avec le jus d'orange et un peu d'eau.
En même temps, on fait chauffer notre liquide de glaçage. Quand la vanille est bien infusée et que le beurre est bien fondu, on mélange un peu et on ajoute les légumes dans ce glaçage. On assaisonne et on met des zestes d'orange sur le plat dressé et c'est prêt. Et voilà, donc moi j'aime bien utiliser des ingrédients de manière un peu plus insolite tout en respectant les accords de goût entre les produits. La vanille ça se marie très bien avec le sucre et le chocolat, mais ça se marie bien aussi avec le poulet, les poissons blancs et les légumes au goût un peu soufré, terreux ou anisé, comme le navet, le fenouil, les asperges, les pommes de terre ou le panais par exemple. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo de la chaîne Les Sciences des Saveurs. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube pour découvrir d'autres vidéos qui vont venir tout au long de l'année, et aussi à ma page Instagram et TikTok, où vous pourrez voir des vidéos plus courtes sur des sujets un peu plus variés. Et à bientôt pour découvrir Les Sciences des Saveurs.